Anatole France, La vie littéraire, 1921. Extrait au sujet des dictionnaires. La pluie froide et tranquille qui tombe lentement du ciel gris frappe mes vitres à petits coups comme pour m'appeler. Elle ne fait qu'un bruit léger et pourtant la chute de chaque goutte retentit tristement dans mon cœur. Tandis qu'assis au foyer, les pieds sur les chenets, je sèche à un feu de sarment la boue salubre du chemin et du sillon, la pluie monotone retient ma pensée dans une rêverie mélancolique. Et je songe, il faut partir. L'automne secoue sur les bois ses voiles humides. Cette nuit, les arbres sonores frémissaient au premier battement de ses ailes dans le ciel agité. Et voici qu'une tristesse paisible est venue de l'Occident avec sa pluie et la brume. Tout est muet. Les feuilles jaunies tombent sans chanter dans les allées. Les bêtes résignées se taisent, on n'entend que la pluie. Et ce grand silence pèse sur mes lèvres et sur ma pensée. Je voudrais ne rien dire. Je n'ai qu'une idée, c'est qu'il faut partir. Oh, ce n'est pas l'ombre, la pluie et le froid qui me chassent. La campagne me plaît encore quand elle n'a plus de sourire. Je ne l'aime pas pour sa joie seulement, je l'aime parce que je l'aime. Ceux que nous aimons nous sont-ils moins chers dans leur tristesse? Non, je quitte avec peine ces bois et ces vignes. J'ai beau me dire que je retrouverai à Paris la douce chaleur des foyers amis. Je regrette la charmille où je me promenais en lisant des vers. Le petit bois qui chantait au moindre vent. Le grand chêne dans le pré où paissaient les vaches. Les saules creux au bord d'un ruisseau. Le chemin dans les vignes au bout duquel se levait la lune. Je regrette ce maternel manteau de feuillage et ce ciel dans lequel on endorcit bien tous les mots. D'ailleurs, j'ai toujours éprouvé à l'excès l'amertume des départs. Je sens trop bien que partir, c'est mourir à quelque chose. À chaque pas, nous brisons un des liens invisibles qui nous attachent aux êtres et aux choses. Cette condition est dure, mais c'est la condition humaine. Vais-je m'en affliger? Vais-je donner le spectacle de mes vaines tristesses? Resterai-je là, devant la cheminée, écoutant tomber la pluie, regardant les langues rapides de feu lécher les sarments et me désolant sans raison? Non pas, je secouerai les vapeurs de l'automne, je ferai avec application ma tâche du jour. Je vous parlerai de quelques livres. Je vous entretiendrai de ces bonnes lettres qui sont la douceur et la noblesse de la vie. Les écoliers sont rentrés depuis une semaine déjà. Ils font des thèmes, des versions, des dissertations. Vieil écolier, je ferai comme eux ma page d'écriture. Et je n'entendrai plus la pluie me conseiller la paresse et le sommeil. Je trouve justement, abandonné sur la table, un petit livre dont l'aspect honnête et modeste inspire des idées de travail et de devoir. Sévèrement vêtu de percale noire et de papier chamois, il porte la livrée traditionnelle des livres classiques. C'est un livre de classe, en effet, un dictionnaire. Le nouveau dictionnaire classique illustré de Gazier, maître de conférence à la faculté des lettres de Paris. Oublié là depuis 8 jours par quelque écolier, il m'est plusieurs fois tombé sous la main et je l'ai feuilleté avec beaucoup d'intérêt. C'est un livre nouveau, âgé de 6 mois à peine. La première édition porte la date de 1888. L'ouvrage de M. Gazier est nouveau par le plan, par la structure, par l'esprit. Il est conçu et exécuté d'une façon originale. Il vaut donc bien qu'on en dise un mot. D'ailleurs, c'est un dictionnaire et j'ai la folie de ces livres-là. Baudelaire raconte qu'ayant, jeune et inconnu, demandé audience à Théophile Gautier, le maître, en l'accueillant, lui fit cette question. « Lisez-vous des dictionnaires ?» Baudelaire répondit qu'il en lisait volontiers. Bien lui en prit,
car Gautier avait dévoré les vocabulaires sans nombre des arts et métiers. Il estimait indigne de vivre tout poète ou prosateur qui ne prend pas plaisir à lire les lexiques et les glossaires. Il aimait les mots, il en savait beaucoup. S'il fit compliment à Baudelaire, quelle louange n'aurait-il pas décerné à notre ami monsieur José Maria de Heredia, l'excellent poète, qui déclare que la lecture du dictionnaire procure plus d'agrément, de plaisir et d'émotion que celle des Trois Mousquetaires. Voilà ce que c'est qu'une imagination d'artiste. Pour moi, je me suis bien souvent surpris à faire l'école buissonnière dans quelques grands dictionnaires touffus comme une forêt. Furetière, par exemple, ou Le Trévoux, ou bien encore notre bon Littré, si confus mais si riche en exemples. Ah, c'est que les mots sont des images, c'est qu'un dictionnaire, c'est l'univers par l'ordre alphabétique. À bien prendre les choses, le dictionnaire est le livre par excellence, tous les autres sont dedans. Il ne s'agit plus que de les en tirer. Toutes les langues mortes ou vivantes, toutes les sciences constituées, tous les arts ont maintenant leur vocabulaire. Ce sont là de magnifiques inventaires qui font honneur au temps moderne. Je vous ai dit que j'aimais les dictionnaires, je les aime non seulement pour leur grande utilité, mais aussi pour ce qu'ils ont en eux-mêmes de beau et de magnifique. Oui, de beau, oui, de magnifique. Voilà un dictionnaire français, celui de Gazier, ou tout autre. Songez que, dans ces pages, il y a le génie et la nature de la France, les idées, les joies, les travaux et les douleurs de nos aïeux et les nôtres, les monuments de la vie publique et de la vie domestique, de tous ceux qui ont respiré l'air sacré, l'air si doux que nous respirons à notre tour. Songez qu'à chaque mot du dictionnaire correspond une idée ou un sentiment, qui fut l'idée et le sentiment d'une innombrable multitude d'êtres. Songez que tous ces mots réunis, c'est l'œuvre de chair, de sang et d'âme de la patrie et de l'humanité. Une vieille chanson de geste raconte que la comtesse de Roussillon, fille du roi de France, vit du plus haut de sa tour une grande bataille que se livraient pour la dot son père et son mari. La bataille fut sanglante et dura tout le jour. Quand tomba la nuit, la comtesse descendit seule de sa tour et s'en alla contempler les morts. Ces beaux chers morts couchés dans l'herbe et la rosée. Eh bien, je sens aussi une tendresse profonde me monter au cœur devant tous ces mots de la langue française, devant cette armée de termes humbles ou superbes. Je les aime tous, ou du moins tous m'intéressent, et je presse d'une main chaude et émue le petit livre qui les contient. Voilà pourquoi j'aime surtout les dictionnaires français. De mon temps, je veux dire du temps où j'étais au collège, ce n'est pas si ancien, les professeurs considéraient toutes les gravures indifféremment comme des objets de dissipation. Mon professeur tenait pour de frivolités indignes d'un jeune humaniste le plus rapide regard jeté sur un portrait ou sur une estampe. Je me rappelle, non sans quelque rancune, qu'ayant surpris dans mes mains une vieille édition du Jardin des racines grecques, le cuistre le saisit, l'ouvrit rudement, et puis déchira le frontispice qui représentait un enfant vêtu à l'antique, ouvrant une grille seigneuriale de style Louis XIV et pénétrant dans un potager dessiné dans le goût de le nôtre, le jardin de ces racines nourrissantes qui rendent les âmes savantes. C'était là pourtant une innocente image. Le dessin en était d'un bon style et la gravure assez ferme. La proscription des images était surtout fâcheuse dans les classes d'histoire. On ne se fait une idée un peu nette d'un peuple que par la vue des monuments qu'il a laissés. L'histoire figurée exerce sur l'imagination un charme puissant, mais on nous enseignait la vie des peuples comme on enseignait à des taupes. Je vois avec plaisir qu'on a accompli de grands progrès dans ce sens. J'ai feuilleté l'an dernier une histoire grecque dont l'illustration m'a paru aussi riche que le permettait le prix modique du petit format. Appliquer l'illustration à la lexicographie est une idée très heureuse, dont il faut féliciter Gazier. Il a mis dans son dictionnaire 1 millier de petites gravures qui complètent au besoin les définitions forcément trop sommaires et trop vagues. Ces petites gravures m'amusent et m'instruisent. Je crois qu'elles amuseront et instruiront les enfants.
Mais ce qui me paraît tout à fait ingénieux dans cette illustration, ce sont les figures d'ensemble. On trouve aux mots navire, église, armure, château, squelette, digestif, locomotive, chemin de fer, etc. des représentations de ces divers ensembles avec le nom des parties qui les composent. Ainsi nous voyons au mot église les positions respectives de la nef, du transept, du sanctuaire, des contreforts, des arcs-boutants, des pignons, du clocher avec ses clochetons. Les écoliers d'aujourd'hui sont heureux d'avoir des livres si commodes et si aimables. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.